Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dispositif assez particulier du droit du travail français, le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Ouf, on va dire CFSES, ce sera plus simple, hein. Oui, c'est FSES, c'est mieux. Et notre base, c'est un article plutôt bien fait du site La Paix Facile. Alors, le CFSES, en gros, ça permet à un salarié de prendre du temps pour se former sur des sujets importants, genre l'économie, le social, l'environnement ou le syndicalisme. Souvent, c'est pour mieux comprendre les enjeux ou peut-être exercer des fonctions syndicales. Exactement. L'idée, là, c'est vraiment de décortiquer ça ensemble, voir qui peut en bénéficier, comment ça marche concrètement et surtout, quels sont les droits pendant ce congé. C'est parti. Allons-y. Et première chose très importante, faut pas confondre ça avec la formation professionnelle classique, celle pour monter en compétence sur son poste, quoi. Là, le but, c'est vraiment autre chose. C'est acquérir des connaissances pour, disons, mieux s'impliquer dans le dialogue social, comprendre les mécanismes économiques, sociaux. Une formation pour l'engagement citoyen dans l'entreprise, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Une formation pour agir sur le collectif. Et d'ailleurs, point important, on ne peut pas faire ça n'importe où. La formation doit obligatoirement passer par un organisme agréé, soit des centres qui sont liés à des syndicats représentatifs, D'accord. soit des instituts spécialisés qui sont reconnus. Il y a une liste officielle qui est mise à jour régulièrement par arrêté. Ok, ça garantit une certaine qualité, j'imagine. Oui. Et une certaine orientation aussi, conforme à l'objectif du congé. Alors, venons-en au point qui, moi, me surprend toujours un peu quand on lit ça. Qui a le droit à ce congé? Eh bien, c'est là que c'est intéressant et assez large. Oui. C'est simple. Tous les salariés. Absolument tous. Ah ouais? Sans condition d'ancienneté, peu importe le contrat, CDD, CDI, temps partiel. Aucune condition d'ancienneté, ni de type de contrat. Et, autre point important, pas besoin d'être syndiqué non plus. Ah ça, c'est contre-intuitif peut-être. On pourrait penser que c'est réservé aux militants. Eh non, c'est un droit ouvert à tous. Théoriquement, c'est un levier assez puissant. Après, savoir s'il est beaucoup utilisé, c'est une autre question. Effectivement. Et même les demandeurs d'emploi, j'ai vu ça, peuvent y participer en gardant leurs allocations. Oui, c'est exact. Les demandeurs d'emploi indemnisés peuvent suivre ces formations. D'accord. Bon, et la durée alors? On peut partir combien de temps? Alors, le cadre général, c'est 12 jours par an, maximum, par salarié. 12 jours. Ok. Mais attention, ça peut monter à 18 jours dans certains cas. Par exemple, pour ceux qui animent ce type de formation ou ceux qui se préparent à exercer des responsabilités syndicales importantes. Et on peut les prendre comment, ces jours? D'un coup? Non, pas forcément. On peut les fractionner. La seule règle, c'est que chaque période doit faire au minimum une demi-journée. Donc on peut imaginer prendre 2 demi-journées par-ci par-là. C'est assez souple finalement. Et pour la demande, concrètement, comment ça se passe? Il faut juste prévenir son employeur, il faut faire une demande écrite, c'est ça? Un courrier ou un mail, j'imagine. Oui, une demande écrite, envoyée au moins 30 jours avant le début du stage. 30 jours, d'accord. Il faut bien préciser les dates, la durée et aussi, très important, le nom de l'organisme de formation qui est agréé, évidemment. Ok. Et là, la question qui fâche peut-être. L'employeur, il peut dire non. C'est souvent la crainte, ça, non? De se faire mal voir ou d'essuyer un refus. C'est une crainte compréhensible, mais la loi est quand même très claire là-dessus. Le refus est possible, mais il est très très encadré. L'employeur ne peut refuser que s'il arrive à prouver, et attention, après avoir obtenu l'avis conforme du CSE, Ah oui, l'avis conforme, c'est fort ça. oui, ça veut dire que le CSE doit être d'accord avec le refus. Donc l'employeur doit prouver que l'absence du salarié aurait des conséquences vraiment préjudiciables pour la production, la bonne marge de l'entreprise. C'est pas juste ça m'arrange pas, quoi. Non, non, c'est bien plus strict que ça. Et il y a un délai de réponse pour l'employeur. 8 jours, S'il ne répond pas dans les 8 jours, c'est accepté. c'est considéré comme accepté. Acceptation tacite. Et si jamais il y a un refus et que le salarié n'est pas d'accord avec le motif, il peut aller au prud'homme. D'accord. Il faut aussi savoir qu'il y a des limites pour éviter de désorganiser l'entreprise. Des quotas d'absence simultanés pour ce type de congé, qui dépendent de la taille de l'établissement. Ok, donc si le quota est atteint, on peut reporter mais pas refuser sur le fond. C'est ça. Le congé peut être reporté, mais pas annulé pour ce motif. Bon, ça semble quand même bien protégé comme droit. Et au retour, simple formalité, donner une attestation de présence. Exactement. Juste prouver qu'on a bien suivi la formation. Parlons maintenant des garanties pendant le congé. Parce que c'est bien beau d'avoir le droit,
Mais si on perd de l'argent ou des avantages? C'est le point crucial, oui. Alors, la première chose, et c'est énorme, le salaire. Il est maintenu. Intégralement. Maintien à 100% de la rémunération par l'employeur. Comme si le salarié était à son poste de travail. Donc, aucune perte de salaire. Ça change tout. Absolument. Et ce n'est pas tout. Toute la protection sociale est maintenue. La sécu, la retraite, la mutuelle, la prévoyance, tout continue comme d'habitude. Cette période de congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de tous ces droits. Ah oui, c'est important ça. Et aussi couverture en cas d'accident du travail, que ça arrive pendant la formation elle-même ou sur le trajet pour y aller ou en revenir. Donc, on est couvert comme au boulot. Et les congés payés, l'ancienneté, ça continue de compter? Oui, tout à fait. L'accumulation des droits à congés payés se poursuit normalement. Et l'ancienneté aussi. Pas de trou dans la carrière à cause de ça. Et la sécurité de l'emploi aussi? On ne risque pas d'être sanctionné ou mis au placard après? Non. Juridiquement, le contrat de travail est suspendu pendant le congé, il n'est pas rompu. Ça garantit le retour du salarié à son poste de travail initial, ou alors, si ce n'est pas possible, à un poste équivalent avec une rémunération et une qualification au moins égales. Donc, aucune modification défavorable possible. Interdit. Toute sanction ou mesure discriminatoire liée à la prise de ce congé serait illégale. La protection est vraiment maximale. Bon, alors si on résume tout ça, le CFSS, c'est un droit individuel assez fort finalement, ouvert à tous, très sécurisé pour le salarié, pas de perte de salaire, pas de perte de droits sociaux, protection de l'emploi, C'est exactement ça. conçu pour de se former sur des enjeux collectifs importants, sans que ça coûte au salarié ni financièrement ni pour sa carrière. C'est un outil potentiellement puissant pour le dialogue social, non? Tout à fait. Un outil pour élever le niveau de compréhension et de participation des salariés aux débats qui les concernent. Et ça amène peut-être une dernière petite réflexion. Je t'écoute. Vu toutes ces garanties, cette protection vraiment forte, si ce droit était réellement massivement utilisé par les salariés, bien au-delà des seuls militants syndicaux peut-être, quelle influence ça pourrait avoir au final? Non seulement sur la qualité du dialogue social au quotidien dans les boîtes, Mhm. mais aussi plus largement sur la capacité collective des salariés à comprendre et peut-être à peser un peu plus sur les grandes décisions économiques, sociales et maintenant environnementales qui sont prises dans leur entreprise. Qu'est-ce que ça changerait vraiment? Bonne question. De quoi réfléchir après cette discussion. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir.